Oki Elsom, c'est un ancien rugbyman qui a fait une carrière très correcte. Non, non. Donc voilà, Mathieu Blanchard qui remporte la Diagonale des Fous. Donc c'est un Ultra Trails. Allez, on accroche. Hein. Oh L'entraîneur de Van, il est pas content. Il est pas content pourquoi ? Parce que bah, t'es sérieux ? C'est pas possible. Je prends que des têtes. Pardon. Victoire pour Carlos Sainz, ça doit lui faire plaisir. Lui qui va quitter Ferrari à la fin de saison montre qu'il est capable de faire qu'il était capable de faire de très belles choses avec Ferrari. Putain, j'y suis. Putain, il va pas le trouver. Voilà, c'est chez elle. Je me suis mis dans l'eau, j'ai rien à faire. Ah la ch... derrière. Alexis Lebrun, bravo à lui, on félicite. Champion d'Europe en simple, champion d'Europe en double. Non mais le pire, salut. Le pire, c'est que quand je mets le générique, je coupe le micro et à chaque fois je me dis t'es un con, tu devrais pas couper le micro vu que de toute manière tu ne parles pas. À chaque fois t'oublies de le remettre, voilà. Mais heureusement le soldat Caraï est là pour nous sauver à chaque fois, merci à toi et bonjour. Donc je disais que c'est très bien que tu sois là, Joe, puisque on va se parler de tes deux amours en fait. On va se parler du sport de ballon et on va se parler du sport où avec un vélo là. Je sais pas si tu vois de quoi je me parle. Bah si quand même, c'était les championnats du monde de cyclisme, donc c'était ce que je disais quand mon micro était mute. Donc championnat du monde de cyclisme à Kigali. On en a parlé, hein, on en a en fin de semaine dernière. Et donc, c'était sport là. Oui, voilà, c'est le sport là où il pédale, ouais. C'est exactement ça. Donc, c'était championnat du monde de cyclisme. Et donc, je disais, calendrier qui est quand même plutôt mal fichu, vu que là, c'était les championnats du monde. Et la semaine prochaine, c'est les championnats d'Europe. En sachant qu'on va retrouver, aller à 80% le même field à peu près. Ouais, c'est mieux dit comme ça, ouais. C'est plus Twitch friendly. Et donc bon, en tout cas, c'était les championnats du monde, course en ligne femmes le samedi, course en ligne hommes le dimanche. Donc on va se parler de ça. Et puis évidemment, on va se parler de foot.
longue page foot avec la Ligue 1 et un petit tour aussi des autres championnats. Et puis on se parlera d'autres sports, mais je préfère pas. Enfin, c'est pas que je veux pas spoil, mais c'est mieux de pas spoil. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas spoil, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Donc évidemment, vu que je vous ai dit que c'était les championnats du monde de cyclisme, vous allez faire un rapide, une rapide déduction. Vous voyez une personne habillée en cycliste. Donc évidemment, si je vous demande qu'est-ce qu'elle fait comme sport, cette personne, vous allez me dire, fait du cyclisme. Et vous avez raison. Deuxième petit indice, sur son maillot, il y a marqué Québecor. Donc, c'est le sponsor cheveux mouillés. Ouais, cheveux mouillés, peut-être, je sais pas, c'était après l'entraînement, ce genre de choses, je sais pas. En tout cas, cette personne-là s'appelle Magdeleine Vallière. Et alors, Magdeleine Vallière, vous allez me dire, je connais pas. Peut-être parce que déjà, il faut suivre le cyclisme féminin pour connaître un petit peu au-delà de Pauline Ferrand-Prévot. Mais je vous rassure, même si vous suivez le cyclisme féminin, il faut vraiment... Pas de blague sur le prénom, merci. Je vois pas pourquoi tu dis ça, c'est un prénom incroyable. C'est Magdeleine. Et donc, je disais, même si vous suivez le cyclisme féminin, il faut vraiment le suivre vraiment à fond pour connaître Magdeleine Vallière. Pour cause, je vais vous donner un petit peu son palmarès. Son palmarès, alors si on se parle des grands tours, désolé pour le fond blanc, là ça doit arracher les yeux le matin, mais je sais pas. Attends, ça marche? Oh, ne me remerciez pas. Donc, Tour d'Italie, 38e en 2022, abandon en 2023, 38e en 2024, au moins elle est régulière. Tour de France, 66e en 2022, 97e en 2023, abandon en 2024 et meilleure perf l'année dernière avec la 18e place. Tour d'Espagne, pareil, on est sur des classements anecdotiques. Une seule victoire en course dans sa carrière pro. Si je dis pas de bêtises, oui, le trophée. Alors, je compte pas les championnats nationaux et les championnats jeunes, mais en pro, une seule victoire professionnelle, le Trofeo Palma Femina en 2024, sinon Walou. Elle est classée 131e à l'UCI World Tour. Bon, évidemment, là, vous me voyez arriver avec la vidéo que je vais vous montrer juste après. Ah tiens, c'est la même chose. Non, bah oui, c'est normal, j'ai mis Valolo. C'est pas Valolo, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, non, c'est pas ça non plus. Hop, c'est pas actif, c'est pour ça. On va faire ça, on va faire ça. Et allô? Évidemment, ça ne fonctionne pas. Paf. Magdeleine Vallière. Valiant performance by her. What a final sequence she has produced for us. This has been absolutely magnificent. Canada, magnificent, bringing the maple leaf home, and will be swapping her national jersey, of course, for the rainbow stripes. The last 100 meters of what's been an incredible ride. Kept herself fresh when she needed to, and now fresh out of the box it seems. She's a world champion. Rainbow bands going to Canada. Absolutely superb. Chapeau to her. Amazing ride. Chapeau to her. Et donc, Magdeleine Vallière est championne du monde de cyclisme. Sortie de nulle part, évidemment. Sortie de nulle part. Tac, je vais remettre là-dessus. Tac. Donc voilà, ça sort totalement de nulle part. Et alors, c'est totalement mérité parce qu'elle a fait une très grande course. Évidemment, il faut des conditions particulières. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une échappée matinale, il y a eu un contre dans lequel elle est rentrée, et elle s'est un peu planquée le temps que le contre revienne sur l'échappée matinale. Contre qui n'a pas trop fait peur aux grosses équipes, et on en avait parlé. Il y avait
Elle a été contrôlée, c'est pour un ami. Ouais, mais bon alors, oui, je pense que quiconque gagne un championnat du monde est contrôlé. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux grosses écuries. Il y avait l'équipe de France et les Pays-Bas qui ont tenté de contrôler la course. Évidemment, dans ce groupe de contre, il y avait quasiment aucune fille dangereuse, théoriquement. Et ce qui s'est passé dans les derniers kilomètres, les deux équipes se sont un petit peu regardées et au final n'ont jamais pu rentrer sur les filles qui étaient devant. Et dans le groupe de filles qui étaient devant, la plus costaud et celle qui a été la plus intelligente, c'est Magdeleine Vallière. Donc bravo à elle. Le parcours, on en a déjà parlé, de Kigali était très exigeant. Il y avait 5000 mètres de dénivelé positif. Et on s'est rendu compte au fil de la semaine avec toutes les compétitions que c'était très dur de refaire son retard sur une échappée. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'oublie pas d'ailleurs. Alors attends, je regarde. Non, c'est pas ça. Ah ok, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. On n'oublie pas évidemment que il n'y a pas d'oreillette sur les championnats du monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les équipes de se caler là-dessus. Voilà. Elle a pris sa chance à fond et elle a réussi. Chose, alors évidemment, c'est la soupe à la grimace pour l'équipe de France, parce que Pauline Ferrand-Prévot était quand même la grandissime favori. Et elle était la plus forte, on l'a vu sur la fin, quand ça a commencé à paniquer un petit peu derrière et qu'elle a pris le lead, elle a commencé à rouler, elle a fait péter tout le monde. Mais c'était trop tard. Et puis après, elle a lâché l'affaire. Donc voilà, erreur stratégique. Et puis de toute manière, les stratégies sont pas les mêmes quand t'as pas d'oreillette. Et les coureurs sont pas habitués à ça en tout cas. Donc bravo à Magdeleine Vallière. Et donc, évidemment, vous vous en doutez si je vous dis que c'est une outsider qui a gagné la course féminine. Sur la course masculine, évidemment, pas du tout. Pas du tout. Course masculine, quoi. Voilà, la grande première de l'histoire du mondial en Afrique, eh bien, c'est Tadej Pogačar qui s'impose Merde, en héros ici pardon, vous avez pas l'image. à Kigali, avec un deuxième titre mondial pour le Slovène. Tadej Pogačar, champion du monde pour la deuxième fois, à jamais le premier champion du monde sur le sol africain. Juste petite... Il y avait du monde, non? Il y avait un peu de monde, je trouve. Rien que pour ça, en vrai, même s'il y a eu plein de... il y a eu plein de polémiques autour... Ils ont des meilleures routes qu'en Belgique. Bah oui, c'est sûr. Après, crois-moi bien, hein, je te mets ma main à couper que quand le Rwanda a décroché l'organisation du mondial, crois-moi bien que le parcours, il a été refait de A à Z. Hein. C'est sûr et certain. C'est normal, hein, c'est pour donner aussi une image du pays. Et clairement, ça a donné, je trouve, quand on voyait les images, c'était beau, quoi. Vraiment, ça donne une belle image du Rwanda. Après, il y a eu plein de polémiques autour, on ne rentrera pas dedans. Mais en tout cas, juste d'un point de vue supporter, ils sont tous contents, quoi. Ça doit pas leur arriver tous les 4 matins d'avoir une compétition de cette importance-là, d'avoir un champion de cette importance-là, parce qu'ils auraient pu tomber sur une période où il n'y a pas d'immenses stars du cyclisme. Là, ils ont quand même le GOAT, quoi. C'est immense ce que Pogačar a accompli une nouvelle fois aujourd'hui. Et de deux. Voilà, et donc notre ami Tadej, qui donc est parti à 100 km de l'arrivée. Il est parti à 100 km de l'arrivée, tout seul, il a posé une mine. Personne, Evenepoel a essayé de suivre, on va en parler d'Evenepoel, ça va être le sujet. Evenepoel a tenté de le suivre, n'a pas réussi pour diverses raisons, et on n'a jamais pu le rattraper. En fait, pour moi, tout le monde dit « Ouais, machin, il fait le malin à partir à 100 km de l'arrivée. » Mais avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et avec ce qui s'est passé sur la course féminine, moi, je comprends totalement Tadej Pogačar. Parce que Pogačar, il sait que c'est le meilleur. Enfin, je veux dire, ça fait
ça fait 3 ans qu'il est le meilleur. Ça fait 3 ans qu'il est le plus puissant. C'est le mec qui est le plus puissant, le plus rapide, avec la meilleure giclette, tout. Mais dans une épreuve qui est la seule de l'année, avec les championnats d'Europe, où tu n'as pas d'oreillette, où tu peux avoir des stratégies un peu cheloues, où tu peux avoir des trucs qui se passent pas prévus, où t'es pas au courant, t'es moins en maîtrise. Mais si t'es vraiment 3-4 niveaux au-dessus, prends pas de risque, pars devant. Tu le sais de toute manière qu'ils te rattraperont pas. Voilà, tout simplement. C'est pas comme s'il avait un niveau qui était, on va dire, assez équivalent aux autres, auquel cas, s'il partait devant, il prend le risque qu'il y en ait 3-4 qui se mettent d'accord et qui roulent pour le rattraper. Là, les épreuves récentes ont montré que même en 1 contre 4, ils n'arrivent jamais à le rattraper. Alors, moi, je comprends totalement qu'ils prennent pas de risque, qui partent à 100 km de l'arrivée, qui rattrapent tout le monde et qui, après, qui terminent la course en solitaire. Alors évidemment, hein, pour le spectacle, c'est pas ouf. Hein. Mais stratégiquement parlant, sur une épreuve où, de toute manière, déjà, bon, si j'allais dire, il n'a pas d'équipe, si, il a quand même 2-3 équipiers, quand même, le Slovène. Mais, il n'a pas sur le papier la meilleure équipe du plateau, en tout cas la plus complète. Donc, et 2, il n'y a pas d'oreillette, donc il peut se passer des choses que tu n'es pas au courant. Moi, je comprends totalement qu'il fasse ça. Donc, voilà, Pogačar qui gagne en solitaire. Le seul qui aurait pu, on va dire, venir l'embêter, c'est Remco Evenepoel, qui avait gagné le contre-la-montre, qui avait l'air en très grande forme, le Belge. Et ça s'est pas passé comme c'était prévu. Regardez la photo de notre ami Remco à la fin de la course, il était déçu. Il finit deuxième, il finit médaille d'argent, et pourtant, il est déçu. On va lire, et c'est intéressant. Un dimanche en or, un dimanche en argent, un dimanche où tout est millimétré parfaitement dans le plan, donc on parlait de dimanche dernier, un autre où tout déraille, se crispe et se coince. Rien ne s'est passé comme Remco Evenepoel le souhaitait, et sa frustration mêlée à des larmes à l'arrivée prouve que l'argent n'est pas une médaille agréable. J'étais là pour le doubler, après son titre en contre-la-montre. Je me sentais bien, mais le destin m'a donné un résultat différent aujourd'hui. Je pensais que je pouvais suivre Tadej, mais il y a eu des faits de course, le vélo est aussi un sport mécanique, tout doit être parfait si vous voulez être champion du monde, expliquait le Belge. Bon, déjà, en tout cas, c'est bien, il se remet en question. Hein. C'est pas ma faute, c'est la faute à la machine. Alors qu'il restait 105 km, la machine s'est grippée. Juste avant le mont Kigali, ma selle est tombée. Elle s'est dévissée, j'ai pris un trou dans la route. Détaillé Evenepoel. Pendant la montée, je sentais un début de crampe derrière la cuisse. Quand Tadej a attaqué, j'ai pu suivre 30 secondes, mais après j'ai senti la crampe. J'ai dû me battre jusqu'au sommet, je savais que j'avais un vélo en haut, il fallait que je tienne jusque-là. Mais passer de son vélo or, c'était le vélo qu'il avait au début, à son vélo noir n'a pas arrangé les choses. Avec ce deuxième vélo, j'ai eu le sentiment que la selle n'était pas au bon degré de d'inclinaison. Vous voyez à quel point c'est sensible un cycliste ? Je sentais que la selle n'était pas au bon degré d'inclinaison. C'est-à-dire que 1 degré d'inclinaison en plus ou en moins, ça leur fait mal. C'est des machines en même temps. Honnêtement, j'en rigole, mais bon, voilà, c'est des machines tellement huilées, et là je parle des cyclistes, hein, tout est tellement réglé maintenant au millimètre qu'ils en deviennent très sensibles au moindre changement. J'ai essayé de la remettre en place. Chaque kilomètre qui passait, j'avais de plus en plus mal, donc j'ai rechangé de vélo. Il y avait un barrage, ma voiture était arrivée très tard, il n'y avait pas de communication, pas d'oreillette, je n'avais pas d'information. Pendant ces très longues secondes à attendre sa voiture, le Belge s'est agacé, mettant un coup de pied dans une bouteille sur la chaussée. Au jeu, l'an dernier, il avait également perdu ses nerfs après une crevaison et un dépannage qui tardait à venir. Mais ce coup de rage à 75 bornes de l'arrivée, hier, l'a remotivé. Il est revenu sur un groupe de poursuivants à toute allure avant d'en prendre les commandes et de faire sauter plusieurs concurrents. Son attaque à 20 km de l'arrivée pour aller chercher l'argent n'a laissé aucune chance à l'Irlandais Ben Healy et au Danois Mathias Kjelmose. Changer de vélo 2 fois sur un championnat du monde où le niveau est tellement relevé, c'est fatal. Confie alors Evenepoel au micro de la RTBF. Cette course pose aussi la question de la gestion de ses émotions lorsque les choses lui échappent. Imperturbable sur un vélo de chrono, il est plus instable dans un scénario de course où il ne dicte pas le tempo. Il y a du vrai dans cette histoire, c'est que... il y a du vrai, tout est vrai. Ce que je veux dire, c'est que... Je pense sincèrement que aujourd'hui, et
Il le dit à demi-mot, mais il le dit pas réellement. Aujourd'hui, pour battre sur une course en ligne Tadej Pogacar, il faut faire la course parfaite. Et dans cette course parfaite, ça veut dire pas d'incident mécanique. C'est simple que ça. Il faut que tu sois à 120, 130% quand il décide d'accélérer. Et il faut pas avoir fait le moindre effort avant, même tout bête. Et là, en plus, il a dû faire des efforts à chaque fois pour revenir. Faut savoir que c'était un circuit où il y avait une montée à chaque fois. Donc, en fait, quel que soit le moment où tu prenais comment ça s'appelle, un écart parce que ennui mécanique ou ce genre de choses, après, tu étais obligé de refaire un effort et très souvent dans une montée pour pouvoir revenir sur le groupe, quoi. Donc, j'entends que effectivement, ça doit être rageant de te dire j'ai la bonne forme au bon moment et c'est un ennui mécanique qui me coupe de ça. Donc je peux comprendre que ce soit dur à gérer en termes d'émotion, mais quand même, si on compare, Pogacar, on le voit jamais réagir comme ça. Alors, il y en a qui diront, on préfère les coureurs qui ont des émotions, mais bon, c'est de l'énergie que tu perds à faire autre chose que de te concentrer sur la course. Là où on peut lui donner du crédit sur sa rage et sur le fait qu'il disait qu'il était en forme, c'est que le mec s'est retrouvé lâché, il a remonté tout le monde sauf Pogacar, et il a fait péter tout le monde. Donc c'était clairement au moins le deuxième plus fort de cette course, de manière sûre et certaine. Est-ce qu'il était au niveau de Pogacar ? On le saura au final jamais. Mais en tout cas, ça montre qu'Evenepoel, il n'est pas là que pour jouer les contre-la-montre, quoi. Maintenant, il va falloir qu'il... Je pense qu'il va falloir qu'il... Alors après, de toute manière, il change d'équipe. Hein. Donc, mais il va falloir qu'il règle, je pense, ses soucis un peu émotionnels pour passer ce dernier step, peut-être qu'il lui manque pour venir vraiment concurrencer Tadej. Côté équipe de France, pour terminer sur les championnats du monde, côté équipe de France, soupe à la grimace. Hein. Soupe à la grimace, parce que, là, on voit Paul Sexas en photo, qui finit meilleur français en 13e position. Alors déjà, Vauclair, il l'avait dit, hein, on joue ou la victoire ou ça sert à rien d'être dans les 10 premiers. Ça sert à rien d'être dans les 10 premiers. Et de toute manière, ça avait très très mal commencé avec un Julien Alaphilippe qui était malade, Louis Barré qui a abandonné aussi très très tôt. Donc l'équipe de France s'est retrouvée amputée de 2 coureurs dès les premiers kilomètres. Ils ont essayé d'être présents d'une manière ou d'une autre, mais ça aura toujours été compliqué. Paul Sexas était en tout cas dans le bon groupe avec les favoris hors Tadej. Et puis après, ça a été trop compliqué pour aller suivre les Evenepoel, Benili et consorts. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je pense que de toute manière, ça aurait été extrêmement compliqué de venir concurrencer Pogacar. Il aurait fallu des conditions de course vraiment exceptionnelles. Mais déjà quand sur ton équipe t'enlèves un des équipiers modèles plus ton leader potentiel, c'est vrai que déjà que tu n'étais pas favori, ça devient compliqué. Donc rien à regretter côté masculin, beaucoup de regrets côté féminin, on en a déjà parlé. Maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est que dans une semaine, il y a les championnats d'Europe. Et donc, du coup, je ne veux pas dire qu'on remet les compteurs à zéro, mais c'est une chance en plus pour l'équipe de France d'essayer d'aller chercher un maillot distinctif, que ce soit chez les filles ou chez les hommes, encore une fois. Ça ne sera pas forcément les mêmes sélections. Je sais que Romain Grégoire sera présent sur les championnats d'Europe alors qu'il n'était pas là sur les championnats du monde. Parce que c'est un parcours qui lui correspond plus sur les championnats d'Europe. Donc ça sous-entend que Romain Grégoire serait le leader de l'équipe de France sur les Europes. On verra ce que ça donne. Et on suivra ça le week-end prochain. Bon, on tourne. Allez, on se parle maintenant de football. On se parle de football. Avec... alors, on va pas regarder tous les matchs, hein, parce que c'est quand même assez long de se farcir les 9 matchs, même en regardant que les buts. Mais quand même, faut quand même en parler. Parce qu'il y a un moment donné où on peut pas se dire que c'est
que de la chance. Alors je sais qu'Arai, tu vas dire quel but de Morton, évidemment, parce que nous avons une compétition MPG ensemble, et je me suis fait ouvrir par Tyler Morton. Voilà. Mais des emojis, c'était ultra d'écrire. Je me suis fait ouvrir par Morton et l'Ascabo. Je sais plus quoi là, l'escabo là. Je me suis fait attraper par une échelle quoi. Bref, je veux pas en parler. Mais en tout cas, l'OL est deuxième de Ligue 1. En fait, on va synthétiser. L'OM est deuxième de Ligue 1. Avec une équipe, s'il vous plaît, la tronche de l'équipe. Alors apparemment, Grave a fait des miracles. J'ai pas vu le match, mais Grave a fait des miracles apparemment. On va regarder le résumé juste après. Non mais s'il vous plaît, c'est Mera Tolisso en pointe. Alors je pense pas que ça jouait exactement comme ça, pour être totalement transparent. Je suis pas persuadé que les deux étaient vraiment positionnés en pointe comme ça. Mais bon, déjà ça montre que Satriano bon, malaise quoi. C'est un peu comme à Paris quoi. Ton seul neuf tu le fais pas jouer. Ça veut dire la confiance que tu mets dans ton neuf. Gros malaise. Gros malaise Satriano. Alors que pourtant je l'avais pas trouvé dégueulasse sur le premier match qu'il a fait avec Lyon. Mais bon. En tout cas, le Fonseca a décidé de ne pas l'aligner. Alors, c'est peut-être parce qu'ils étaient à l'extérieur qu'il avait privilégié une composition un petit peu plus défensive. Mais en tout cas, l'OL qui ramène 3 points de Lille. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le feront cette saison. Donc bravo à eux. Faut que je vérifie un truc. J'avais pas fait gaffe. Attends, Baudard. Arnaud Baudard. Arnaud Baudard. C'est obligé, il est belge en plus. C'est obligé. Biographie. Joue au poste de gardien. C'est qui son père? Vie privée. Fils de Vincent Baudard. Neveu de Gilbert Baudard. Ah! Non, c'est pas son père. C'est son tonton. J'ai son maillot. J'ai son maillot à la maison. Gilbert Baudard. Et ouais. Ouais, et effectivement, il a joué au Gigi. Ok, d'accord. Donc ça, c'était la première chose. Ok, bon, c'est son fils. Et comme quoi, enfin, son neveu. Et alors l'autre, c'est quoi? C'est Grave. Dominique Grave. Il sort d'où, lui? Slovaquie. Ok. Il était à Majorque. Ah, tu as peut-être écrit avant. J'ai pas fait gaffe. Non, tu n'as pas écrit. Il était à Majorque. Mais il était à Majorque Titu ou... Non, pas Titu, hein. 46 matchs en 4 ans. Peut-être la dernière saison, mais sinon... Incroyable. 28 ans. Et il fait des miracles. Attention, c'est son premier match. Hein. On verra. On n'aura peut-être pas le... On n'aura peut-être pas le même discours en fin de saison. Ok. Ah bah si, c'était là, Vallière. Purée, je savais bien que je l'avais mis l'article de Vallière quelque part. Bon. Donc, bah écoute, bravo à l'OL. Rien de plus à rajouter. Mais en tout cas, on retrouve quand même une certaine logique, une certaine stabilité dans le haut du classement de Ligue 1, puisque Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille et Lens, ils étaient là l'année dernière. Donc ça, je trouve que je le répète, je pense que je vais le répéter chaque semaine, mais c'est rassurant de retrouver, on va dire, les mêmes équipes, globalement, peut-être à une près, mais globalement les mêmes équipes qui tirent la Ligue 1 vers le haut. C'est rassurant, concrètement. Et par contre, ce qui est moins rassurant, c'est quand on regarde ce qui se passe en bas. Alors Metz, annoncer la montée, la descente, hein, tu connais, voilà, les ascenseurs, voilà, c'est leur spécialité. Nantes, il y a un moment donné, il va falloir y aller, éclataxe Nantes cette saison, donc je pense qu'ils vont y avoir droit.
Et on retrouve dans un milieu de classement des équipes, bon, je suis désolé, hein, Nice, c'est pas possible. Ça fait 5-6 ans qu'ils nous vendent un projet qui n'aboutit pas. Donc, j'adore Francaise, hein, et je m'étais dit quand Francaise est arrivé, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis en plus, là, j'ai vu des images des supporters niçois, c'est une catastrophe. Vraiment des teubés, quoi. Compliqué, ouais, l'OGC Nice. Compliqué. Et faut faire gaffe, hein, parce que si t'as une équipe qui est pas... On l'a vu avec d'autres clubs, hein, si t'as une équipe qui est pas taillée pour jouer le maintien, et que tu te retrouves à la mi-saison à avoir les genoux qui claquent, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Surtout qu'en plus, il va y avoir la CAN, qui vont avoir une cascade de joueurs qui vont partir à la CAN. Il y a un monde où la saison de Nice est très compliquée. Plus la Ligue Europa. Attention, j'ai mon flair d'année catastrophe qui s'est activé là. Donc voilà ce qu'on peut se dire sur la Ligue 1. On va regarder rapido ce qui se passe. Quelle heure il est ? 8h11, on est bon. On va regarder rapido ce qui se passe dans les autres championnats. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'on parle des championnats majeurs d'Europe, et ils ont rajouté, d'ailleurs ils l'ont rajouté, mais même pas de la même manière que les autres, c'est pour dire à quel point ils en ont rien à foutre. Ils ont mis un championnat de seconde zone tout à droite. Donc qu'importe. En tout cas en Allemagne, rien de nouveau sous les tropiques, hein. Bayern, Dortmund, Leipzig, Francfort. Il y a juste Leverkusen qui pour l'instant est un peu dans le creux de la vague. Mais bon, ça peut encore tourner. Mais en tout cas, on est déjà sur des standards. Alors j'ai vu une stat. Harry Kane, à lui tout seul, et mais le meilleur buteur versus les autres clubs de Bundesliga. Je sais pas si... Je vous laisse le temps de digérer l'information. Harry Kane. Stat. Harry Kane a mis 10 buts en 5 matchs. Où est-ce que je vais trouver ça ? Je veux le football. On va faire comme ça. Allemagne. Classement. C'était sûrement avant le... Attends. Non, c'est pas le meilleur buteur. Je dis une bêtise. Attention, alerte fausse info. Je sais pas ce que c'est relief. Fair play, on s'en fout. Buteur. Donc Harry Kane est bien à 10 buts en 5 matchs. Et si on regarde les équipes... Il n'y a pas meilleure attaque ? Putain. M'emmerder. Non, il n'y a pas. Si on regarde les équipes qui ont marqué, évidemment le Bayern est devant, mais il y a Dortmund qui a mis 11 buts, Francfort qui a mis 17 buts, et sinon, il est en gros, il est 3e meilleur buteur. Ça y est, c'est bon, j'ai la stat. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends, il n'y a que Francfort et Leverkusen... Non, même pas. Il n'y a que Francfort et Dortmund qui ont marqué plus de buts qu'Harry Kane, actuellement en Bundesliga. Le mec est en forme. Désolé, la stat a mis du temps à sortir, mais elle est là. On y retourne. En Angleterre, Liverpool qui continue, qui surfe sur sa saison précédente, mais Arsenal, Crystal Palace, Tottenham et Sunderland qui suivent le rythme pour l'instant. Alors ce qui est étonnant, c'est que hormis Arsenal, on n'est pas sur les équipes qui sont d'habitude aux trousses de Liverpool. Ou en tout cas que dans les premières places. C'est-à-dire que normalement, on peut retrouver Tottenham, mais normalement, on va plutôt retrouver un Chelsea, on va plutôt retrouver... Alors,
Manchester United. Est-ce qu'il a sauté ou pas encore, Amorim? Ruben Amorim a pris sa décision pour l'avenir de Ruben Amorim. Très critiqué par les supporters et les légendes du club mancunien, Ruben Amorim est fragilisé à tel point que sa direction a été obligée de répondre aux rumeurs. Manchester United n'y arrive plus du tout. Comme la saison dernière et les autres saisons, les Red Devils sont largués au classement. Pourtant, il y avait un élan d'espoir après la victoire accrochée contre Chelsea la semaine dernière. Mais la troupe de Amorim s'est complètement écroulée à Brentford 1-3. La presse britannique, les supporters et même certaines légendes du club mancunien ont fracassé le manager portugais. Après la défaite, Amorim s'est exprimé sur son avenir et une potentielle rumeur de licenciement. Je ne m'inquiète jamais pour mon travail. Je ne suis pas ce genre de personne, ce n'est pas ma décision. Je ferai de mon mieux à chaque minute que je passerai ici. Plusieurs sources anglaises ont affirmé que l'ex-sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, Oliver Glasner, l'entraîneur de Crystal Palace, et Andoni Iraola de Bournemouth étaient déjà dans une shortlist pour le remplacer rapidement. Ouais, donc c'est pas fait, mais on n'en est pas loin. C'est pas fait, on n'en est pas loin. Et en vrai, avec l'effectif qu'ils ont, il y a moyen de faire quand même largement mieux à Manu. Donc on s'attendait, tout ça pour revenir sur ce que je disais, on s'attendait plutôt à voir Aston, Newcastle, Manu, Chelsea, Man City, venir embêter Liverpool. Et au final, il n'y a que Arsenal et Tottenham qui arrivent vraiment à suivre la cadence pour l'instant. Sunderland et Crystal Palace sont les invités surprises de cette course, mais est-ce que ça tiendra dans la longueur? Ça, on ne sait pas. En tout cas, on a pour l'instant Liverpool qui tient son rang tout en haut du classement avec seulement une défaite. C'est-à-dire, 6 journées, 5 victoires, une défaite. Là où Arsenal a 4 victoires, un nul, une défaite. Mais bon, pour l'instant, globalement, ça suit le rythme du côté des Gunners. En Espagne, Barcelone, Madrid. Alors, on trouve Villarreal et Elche juste derrière, et l'Atlético. Attention, c'est un top coach, tu verras, il est juste dans un club malade. Alors, ouais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il s'entête dans ce club malade. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de s'enterrer? Parce que, bon, il est jeune, hein, mais... Parce que ça fait combien de temps qu'il est à Manu? Amorim. J'y retourne. Tu m'y fais retourner. Ruben Amorim. Il est arrivé... Ah bah alors, attends. Putain, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il est à Manu. Il y est que depuis 2024. Non, c'est compliqué de démissionner, j'entends bien, mais... C'était qui avant lui? Alors, attends. Il y avait qui entraîneur avant lui? Parce que je pense que je confonds. J'ai dû louper une étape. Solskjaer en 2022. Ah oui, il y avait Ten Hag. Ouais, mais alors lui, ok. Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était Ten Hag avant, ok, d'accord. Ok. Mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que c'est vrai, je dois reconnaître, hein, en fait, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faudrait pour allumer la flamme à Manu. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que 8h20. C'est un club avec un très gros public, avec des supporters qui ont de très grosses attentes. Donc il y a de la pression. Comme il y a de la pression, ça inhibe un petit peu les joueurs. Comme les joueurs sont inhibés, ils n'arrivent pas à enchaîner. Et en fait, c'est compliqué de casser cette spirale. Hein. C'est très compliqué, je trouve. Mais ok, mais j'avais en tête, pour moi, ça faisait depuis au moins 2022 qu'il y était. J'avais oublié que c'était Ten Hag avant. Ok. Donc, pour la Liga, alors, Madrid qui s'est fait cartonner par l'Atlético 5-2. Alors, ce qui permet à l'Atlético d'un petit peu revenir sur les hauteurs sur Barcelone et Madrid qui s'étaient déjà échappés. Victoire de prestige pour l'Atlético. Est-ce que ça veut dire que l'Atlético est en capacité de suivre leur rythme? En tout cas, sur le début de saison, pour l'instant, ils ne l'ont pas montré.
On verra ce que ça donne, mais bon, j'ai envie de dire comme depuis au moins 20 ans, Barcelone, Madrid dans les 2 premières places, c'est un standard quoi, dès le début de saison quoi. Il n'y a pas de surprise. La surprise, elle vient de l'Italie avec l'AC Milan qui est aux premières places, à égalité avec Naples et avec Rome. La Juve et l'Inter qui suivent, hein, ils sont pas très loin, hein, mais qui sont un cran en dessous. C'est une bonne surprise pour Milan et pour Rome. C'est 2 équipes que j'adore en plus, c'est l'AC Milan et l'AS Rome. Et qui sont un peu dans le creux de la vague depuis quelques temps en Italie. Donc ça fait plaisir de les revoir tout en haut. Après, les saisons sont longues et en Italie, le niveau est quand même assez resserré, je trouve, dans les équipes de tête. Donc ça peut très très vite partir dans un sens comme dans l'autre. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais par contre, là, il y a quand même une charrette de... Oh, t'imagines de la 14e à la 20e place. De la 14e à la 20e place, il n'y a pas plus d'une victoire, quoi. Et il y a la Lazio dans la gamelle. Et la Fio. Ça fait peur. La Fio, c'est une victoire en 5 matchs. Hein. Ah, pas bon. Ah, pas bon, ah, pas bon. Bon, Tour d'Europe terminado. Bon, rapido quand même, Portugal, j'ai fait la blague. Allez, Portugal. Sporting premier, Porto deuxième, avec un match en moins, donc il risque de repasser devant. Et Benfica troisième. Waouh. Ouh là là, hein. La Roma c'est fort cette saison. Oui, ça va être fort. Je pense aussi, j'ai vu leur... Alors j'ai vu juste des bribes de match, hein, j'avoue, mais j'ai vu notamment le match contre Nice. Bon, après, c'est pas un bon... Comment dire ? C'est pas un bon exemple parce que Nice, de toute manière, c'est une équipe qui est malade, mais ça a l'air, en tout cas sur le papier, ça a l'air très intéressant, en tout cas, la Roma. Mais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai déjà oublié. Oui, bon, bah, comme d'hab, hein, Sporting, Porto, Benfica, aux 3 premières places dans le championnat portugais. Eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez. On tourne et on va terminer avec de l'escalade. Juste pour les 5 minutes qui restent. Pourquoi on va parler d'escalade ? Parce que c'était les championnats du monde aussi d'escalade, même si on en parle un petit peu moins. Et évidemment, hein, c'est pas... c'est un sport qui est moins médiatisé. Mais quand même, on a 2 champions, enfin vice-champions du monde, avec le français Mejdi Schalk, qui n'était pas aux Jeux Olympiques de Paris. Donc il avait un petit peu la rage. Et la française Oriane Berton, 20 ans, qui est pour la 2e fois médaille d'argent au championnat du monde. Alors la discipline, c'est le bloc, c'est pas la vitesse, c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Pour faire simple, la vitesse, c'est le grand mur là, qui monte à 5 mètres, peut-être pas 5 mètres, si, plus même, 7 mètres de hauteur où ils doivent monter le plus vite en haut du mur. Et le bloc, en fait, c'est une discipline où en gros les prises sont très dures à aller chercher et en fait à chaque fois que tu arrives justement à atteindre une prise, tu marques des points. Je schématise totalement. Hein. Et donc c'est sur cette discipline-là que nos 2... non, lui c'est en vitesse, lui. Vu la tronche du truc. Non, c'est du bloc aussi, c'est du bloc. Nos 2 vice-champions du monde, c'est sur du bloc qui ont récupéré leur médaille. Et pour terminer, on va voir ce qui s'est passé avec notre français. Hop, on va agrandir. Avec du son, c'est mieux. Finale de bloc hommes et femmes. Ouais, Oriane était dans cette position il y a 24 heures. Est-ce que Mejdi, lui, va pouvoir aller tout en haut ? Allez, ça commence C'est abusé. pareil. Il faut aller chercher cette main droite. C'est très très bien ce qu'il fait. C'est parfait. De refaire tous ses moves. Allez. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, pour... Non. Ah putain. Non, là je pense qu'il fallait vraiment remonter le pied gauche et envoyer. On a envie de le pousser pour qu'il y retourne, mais avec 25 secondes, c'est mort. C'est mort. Il va y aller, mais ouais, ça va être difficile. En fait, attends, jamais. on va se remettre Voilà. là-dessus. Pied gauche. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Hop. Est-ce que... Putain. Je suis forcé d'avoir ça. C'est relou. Mal foutu, votre player. Allez, Bon. pour... Non.
En gros, vous avez des la Non, là, prise je qui est pense tout qu'il en haut fallait rapporte des vraiment points en remonter fait. le pied gauche et Je sais pas ce que tu as envoyer. voulu envoyer, On a Domino. envie de le pousser pour qu'il y retourne, mais avec 25 secondes, c'est mort. Voilà, la On prise va qui y est tout aller, en haut, mais il y a marqué 25 points et ça c'est va être celle-là qu'il difficile. faut aller chercher On en sait fait. jamais. On a Alors envie d'y là, croire. s'il le fait en moins de 20 secondes, allez, donne tout, mais je dis, on sait jamais. C'est abusé. Là, je sais même pas comment il se tient sur la main gauche. 10 secondes, ça va pas être possible. Ça va pas être possible pour Mejdi Schalke, qui se Donc- contente comme Oriane de la zone sur le 4e. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que c'est moins spectaculaire ça que la vitesse. La vitesse, ça va très vite, c'est explosif et c'est très facile à comprendre. C'est le premier qui arrive en haut et qui tape en haut qui a gagné. La discipline bloc est un petit peu moins spectaculaire, mais pour autant, ça reste une discipline avec des compétitions, avec des championnats du monde et et surtout qui développe. Le gars, s'il me met, lui comme elle, hein, s'il me met une droite, à mon avis, je mets quelques jours à m'en remettre. On a en tout cas 2 Français qui se sont illustrés sur ces championnats du monde et ça fait plaisir. Encore une fois, la France qui arrive à placer des athlètes, des sportifs dans quasiment toutes les disciplines. Et ça fait plaisir. Il est quelle heure? 8h26. On est pas mal, on est pas mal. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que en 4 minutes, je suis capable? Je vais le tenter. Devant vos yeux ébahis, on va le tenter. Ça fait une éternité qu'on l'a pas fait. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, la grille. Oh, ça va être compliqué. Bon, ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'entre Sénégal et Mali, je suis pas sûr de... Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Si, attends. Là, vas-y, Caraï, je les prends les infos, hein, parce que j'ai 3 minutes. Parce que Malien, à part Diabaté, j'en connais aucun, et il a joué dans aucun de ces 3 clubs. Sofiane. Sofiane, il a joué où, Sofiane? Il a joué à Rennes. Il a pas joué à Rennes? À Monax? Non? À Reims? Putain. Merde. Ok, super. Fares Balouli. C'est quoi ça? C'est ici. Écris-moi comme ça. Ah, il y a un H. Ah, mais attends, si. Mais non, mais les gars. Ah non, il est marocain? Il est marocain. Monaco. Il n'y a pas... comment il s'appelle, là? Attends. Non. Il y a Ghezal. Ça, Ghezal, je me suis renseigné. Voilà, ça marche. Voilà. Sénégalais, est-ce que Nkoulou, il serait pas sénégalais? Ah non, il est FR. Il doit être FR. Sénégalais. Outaka? Outaka, il est malien. Non. Crépin Diatta. Oui, tu as raison. Il est... Ah, il est sénégalais, Diatta? « 40, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben il y a... on est bête. Comment il s'appelle? Abdelhamid. Abdelhamid. Younis. Ah, putain, il est quoi, Younis? Guirassi à Rennes, il est quoi? Serou Guirassi? Ok, en tout cas, je sais pas ce qu'il est, mais il est ni sénégalais ni malien. Ouah, c'est dur, c'est dur. Il était quoi, Outaka? John.
Nigérian. Eh ouais. Trop dur les Africains. C'est une tanasse. Non mais attends, Algérien, attends, c'est forcé. Genre Bouffal. Il a pas joué une demi-seconde à Rennes? Sofiane. Non. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Comment il s'appelait l'arrière gauche là? Belhadj. Belhadj. Comment ça s'écrit? Belhadj. Nadir Belhadj. Genre. Nadir Belhadj. Putain, il a joué pour la France. Tu vas voir qu'il a joué pour l'équipe de France et que c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ah, ou alors tout simplement, il a jamais joué à... il a jamais joué à Reims. J'étais persuadé qu'il avait joué à Reims. Ok. Eh ben, c'est génial. 2 sur 9. Catastrophe. Catastrophe. Est-ce que j'ai un truc qui me revient? Non, mais attends. Algérien à Rennes, il y en a forcément. Qu'on va dire, mais oui, mais bien sûr. Ouais, mais moi aussi, je vais give up. Allez. Guiri. Et c'est quel Diatta, du coup? Si c'est pas Crépin. Ah, mais non, mais Crépin. Lamine Diatta, ok, d'accord. Almami Touré, ok. Amari Traoré, ça, je suis un... Doumbia, Boulaïdia et Aïssa Mandi. Ah, putain, mais oui. C'est vrai qu'il a joué à Reims, Aïssa Mandi. C'est vrai. Bon, ben voilà, on se couchera moins con. Guiri, on est débile. Hein. Guiri, on est débile, on aurait dû l'avoir. Quand même. Bon, allez, les petits potes, on se dit à demain. Demain, même endroit, même heure. Avec sûrement un petit documentaire à regarder, je pense, parce que... À moins qu'il y ait une actu de fou malade qui tombe de derrière les fagots et qui nous fasse l'heure. Mais sinon, j'ai un reportage sympa sur le coaching et toutes ces choses-là. Ça peut être sympa. Belle journée à tous et à demain. Bonne journée à vous tous. Je vais me faire un café. Oui. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'encourage. Allez, salut à tous. Ciao.